On va commencer évidemment avec cet incendie qui malheureusement sévit toujours dans l'Aude et on rejoint sur place le colonel Christophe Magny. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur du SDIS de l'Aude, c'est-à-dire le service départemental d'incendie et de secours. Ma première question est très simple. Où en est-on? Quelle est la situation ce matin, s'il vous plaît? Alors ce matin, on vient de terminer justement la reconnaissance hélicoptère. Donc on est sur un point de situation où on voit que le feu reste actif, hein, notamment sur les secteurs d'Albas ou de Durban, par le fait que voilà, on a toujours des zones inaccessibles et des foyers qui restent actifs. Donc on est sur un feu qui à cette heure n'est pas fixé, même s'il progresse plus lentement grâce aux conditions météo de la nuit, mais surtout au travail qui s'est fait sans relâche des 2000 pompiers engagés avec 600 engins toujours présents. État d'esprit, quelles sont éventuellement les sorties de crise possibles dans la journée? Vous dites que le feu n'est pas totalement fixé mais progresse moins vite. Est-ce que vous espérez pouvoir le stopper d'ici les prochaines heures ou c'est un petit peu trop optimiste comme idée? Alors ça fait partie des objectifs de la journée, même si on sait que les conditions vont être difficiles avec le vent qui reste dans un régime d'est mais qui va se réactiver dans l'après-midi. Il y a des températures qui vont être de près de 32 degrés, donc on est sur des conditions qui restent effectivement difficiles. Donc ça fait partie voilà, de l'objectif de la journée, de pouvoir passer ce feu fixé avec des moyens aériens qui sont déjà sur zone, un hélicoptère bombardier d'eau lourd, mais 2 Canadair là, qui vont se présenter et qui vont nous aider justement à pouvoir justement stopper cette progression. Et puis on a voilà, des moyens aussi terrestres avec des moyens spécialisés tels que des bulldozers par exemple qui vont nous permettre de créer des pistes là où c'est inaccessible, hein, parce qu'on a des lisières sur ces 90 km qui sont particulièrement sales et qui continuent à progresser. Et puis on a eu aussi des opérations chirurgicales aussi de feux tactiques qui ont été faites tôt ce matin pour pouvoir aussi nettoyer mais aussi éviter et stopper cette propagation sur des endroits qui doivent être encore traités. Et quel est l'état des forces en présence? Vous faisiez référence à environ 2000 pompiers. On en est où? On entendait aussi hier les ministres qui étaient sur place parler potentiellement de solidarité européenne. Comment les choses s'organisent pour cette journée? Alors pour cette journée, on est sur des pompiers de toute la France. Là où on se parle, on est en train d'organiser la relève des personnels. On a justement l'équipe de commandement qui prend les instructions, qui a fait cette reconnaissance hélicoptère. On a les mêmes actions qui sont sur le terrain. On va même avoir ce matin une colonne fraîche qui va arriver de la zone sud-est et qui va permettre de pouvoir maintenir le potentiel sur place avec des personnels reposés. Hein. C'est tout l'objectif aussi de cette gestion, comme vous l'avez dit, de 2000 hommes hein, sur la question de restauration, d'hébergement, de mise au repos, mais aussi de maintien en condition justement aussi des matériels hein, par rapport aux 600 engins engagés. Donc ils restent mobilisés et des pompiers pour lesquels la formation est à l'identique sur toute la France. Donc là, on a aussi des gens qui se connaissent. S'il y avait des modules européens, la particularité, c'est qu'il y a des officiers de liaison qui ont été formés et qui sont là pour faire justement, comme son nom l'indique, la liaison pour mieux se comprendre et les employer à bon usage. Un certain nombre de pompiers ont été blessés. Est-ce que vous avez eu de leurs nouvelles? Est-ce que vous savez comment ils vont? Alors hier, effectivement, on a eu dans la fin d'après-midi un camion-citerne des sapeurs-pompiers de l'Ardèche qui s'est retourné sur un des axes de circulation. On a rapidement engagé des secours par rapport à cet accident. On a effectivement 3 sapeurs-pompiers blessés légers qui ont été évacués et rapidement sortis de l'hôpital. Et puis le conducteur qui, lui, est blessé grave, pour lequel on prend des nouvelles régulièrement et où, bien sûr, on lui souhaite un prompt rétablissement. Mais effectivement, cet accident qui rappelle que tous ces axes de circulation qui sont fermés aussi, c'est pour garantir la sécurité et les secours sur place qui amènent justement à devoir prendre ces dispositions qui, on peut le comprendre, pour les résidents sont peut-être difficiles à comprendre, mais on a voilà, la nécessité encore par rapport à la sécurité du site d'avoir des axes de circulation fermés pour nous permettre de travailler en sécurité. Et vous avez évidemment raison aussi de rappeler qu'il est important que la population respecte les consignes de sécurité. Merci beaucoup, colonel Christophe Magny, directeur du SDIS de l'Aude, d'avoir été avec nous. Et évidemment, merci aussi à tous vos hommes qui se battent courageusement contre les flammes. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur cet incendie qui sévit toujours dans l'Aude. On va parler maintenant de cette agression du maire de Villeneuve-de-Marcq, une agression hier. Il était d'ailleurs avec son fils. Il a été hospitalisé en urgence absolue. C'est le
le ministre François Rebsamen qui l'avait annoncé sur les réseaux sociaux en disant ceci, très choqué et ému par la violente agression du maire de Villeneuve-de-Marc et de son fils. Un élu de la République et sa famille attaqués, c'est intolérable. L'agresseur doit être retrouvé et sanctionné avec la plus grande fermeté. Et précisément, on va se rendre tout de suite sur place. On retrouve Thibaut Marcheteau. Bonjour Thibaut, quels sont les derniers éléments dont vous disposez, notamment sur l'état de santé de ce maire ? Eh bien, écoutez, Élodie, j'ai pu rencontrer ce matin l'adjoint au maire Gilles Dassault, qui a 63 ans. Je vous le rappelle, il a été agressé hier en fin de journée. Eh bien, j'ai pu rencontrer Philippe Poisa, qui est son adjoint principal, toujours sans étiquette, de ce village d'à peine 1200 habitants. Il me donne des nouvelles rassurantes concernant son état de santé. Je vous propose de l'écouter. D'après les dernières nouvelles que j'ai eues, donc son pronostic vital n'est pas engagé. Donc là, il reçoit les soins dans un hôpital sur Lyon, donc des soins par rapport à ses blessures. Voilà. Mais bon, il est conscient, il peut s'exprimer, donc c'est plutôt rassurant. Cela fait maintenant plus d'une heure et demie que je suis dans ce village de l'Isère. J'ai pu échanger avec quelques habitants. Beaucoup se disent évidemment choqués, soulagés concernant l'état de santé du maire, mais choqués par cette situation. Comment est-ce que cet individu que tout le monde connaît ici, et tout le monde d'ailleurs connaît ces problèmes liés notamment à des permis de construire qu'il a contre le maire, comment est-ce qu'il a pu passer à l'acte? Alors maintenant, c'est une chasse à l'homme qui a commencé hier, puisque cet individu, il a pris la fuite. Des moyens importants en force de l'ordre sont engagés pour retrouver cet individu. Le président de la République a d'ailleurs réagi. Il a dit que tout est mis en œuvre pour retrouver et condamner l'auteur de cet acte lâche. Évidemment, tous les services de l'État, en tout cas dans l'Isère, beaucoup de forces de l'ordre sont mobilisées pour retrouver cet individu, essayer de comprendre son geste. Mais évidemment, ici, vous pouvez le comprendre, beaucoup de stupéfaction concernant cet acte. Évidemment, un village sous le choc encore ce matin. Personne n'aurait pu imaginer ce drame, Ce drame qui, pour le moment, va dans le bon sens au niveau de monsieur le maire, Mais voilà, le choc pour lui doit être aussi très important. Et puis voilà. Et je parle au nom de tous les élus de la commune. Mais également, je vous le rappelle, le maire n'a pas été agressé seul, il a été agressé avec son fils de 28 ans à quelques mètres seulement de son domicile. Des débris sont encore visibles, des débris de voiture, puisque, je vous le rappelle, l'individu, après avoir agressé cet élu, a pris son véhicule pour vouloir foncer sur l'édile. Il a heureusement raté sa cible, il a ensuite pris la fuite à pied. Merci beaucoup Thibaut Marcheteau pour toutes ces précieuses informations. Judith Vintraube, je le disais au début de cette émission, malheureusement, ça n'est pas la première fois. D'ailleurs, il y a 6 ans, quasiment jour pour jour, c'était le maire de Signes qui perdait la vie en intervenant sur un dépôt sauvage. Et récemment, on a beaucoup parlé d'agressions de maires. Il y avait des insultes, des menaces et aujourd'hui des agressions très violentes parfois, avec souvent des dossiers, par exemple, de permis de construire qui sont liés totalement à l'exercice de leurs fonctions. Oui, alors étant donné le peu d'informations dont on dispose sur l'agression de ce maire, je ne vais pas spéculer sur ses raisons, ni sur sa psychologie, sur son comportement. Mais globalement, nous vivons dans une société qui s'est accoutumée à la violence, où l'autorité s'est effondrée, que ce soit à l'école, et Lisa ne me contredira pas, je pense, souvent, hélas, dans les familles. Alors ça touche tous les Français. Il y a en plus des problèmes de codes culturels différents liés à une immigration non maîtrisée. Et le résultat, c'est que quand on regarde par exemple les sondages sur la légitimité de la violence, vous avez une proportion croissante de la population, notamment chez les jeunes, qui vous disent que c'est parfaitement normal de taper quand on n'est pas d'accord. C'est un moyen d'exprimer sa frustration. Or, on est dans une société qui ne supporte pas la frustration. Oui, je le disais à Lisa Hirsi, aussi cette frustration, on voit qu'aujourd'hui, les personnes agissent avec le maire en pur consommateur. Alors, pas qu'avec le maire, je vous l'accorde, mais là, en l'occurrence, c'est le sujet qui nous occupe, c'est-à-dire qu'on attend du maire qu'il aille dans notre sens, qu'il obéisse à ce qu'on veut, un permis de construire, une place en crèche ou que sais-je. Et donc, quand on n'est pas d'accord, cette frustration, elle mène à la violence. Aujourd'hui, on le voit, il y a eu des exemples. Il y a eu le maire de Saint-Dié-des-Vosges
les Vosges en juillet dernier. Il y a eu un élu en Gironde, pareil, sur un rodéo urbain. On voit que les élus sont devenus des cibles parce qu'aujourd'hui, les citoyens veulent du maire tout et n'importe quoi. Ils ne comprennent pas qu'on dise non. On vit la même chose dans les écoles. Si vous refusez à un élève, je sais pas quoi, un passage anticipé, vous vous exposez à des représailles, en tout cas verbales, et pourquoi pas physiques, de la part des parents. On vit exactement la même chose. Ce que dit Judith est très vrai. C'est un effondrement général de l'autorité dans toutes les fonctions, on va dire, de représentation de l'État, où toutes les fonctions, les soignants vivent la même chose. Oui. Moi, je pense qu'il y a effectivement une dérive, on va dire, clanique, c'est-à-dire des gens qui règlent leurs problèmes avec une espèce de code de l'honneur, j'allais dire personnel, enfin propre à un clan. Et la deuxième raison, moi je vois ça même, j'allais dire dans les programmes scolaires, c'est qu'il y a une espèce, en France, il y a une espèce de romantisme révolutionnaire, c'est-à-dire que la loi c'est bien, on la respecte tant qu'elle va dans ce qu'on pense qui est légitime. Oui, mais tant qu'elle va dans notre sens. Ouais, c'est ça, mais quand il s'agit de faire, je sais pas quoi, de l'écologie par exemple, ou quand il s'agit de parler d'égalité, là finalement tous les moyens sont bons pour faire régner ce qu'on pense être le bien. Que le bien pour Monsieur X, c'est pas forcément le bien pour Monsieur Y, et c'est pour ça qu'il y a des lois, c'est pour ça qu'il y a des règlements, c'est parce qu'il y a des choses qui sont admises comme étant acceptables et d'autres pas. Et là, moi je vois dans les programmes scolaires, finalement, on encourage aussi les enfants à jouer des rôles de représentants du bien. Je vois ça, on leur donne par exemple des mallettes, des jeux de rôle à faire avec des petites mallettes pour qu'ils représentent des lobbies écologistes contre des entreprises. Des justiciers, quoi. Des justiciers, oui, ça se fait dans les classes de CM2, 6e. Les professeurs reçoivent en début d'année une espèce de kit pour que les élèves puissent jouer. Et alors évidemment, c'est pas vraiment un jeu de rôle parce que le bon rôle, il est forcément... Enfin, c'est écrit d'avance. Le scénario est écrit d'avance. Oui, dans ces cas-là, le bon rôle, c'est forcément le gentil lobbyiste écologiste face aux méchants entrepreneurs, on imagine. Voilà, et finalement, la violence est légitime, est considérée comme parfois légitime quand elle permet de faire régner ce bien qu'on a ingéré pendant toute son enfance, l'écologie, l'égalité, toutes ces idéologies qui règnent en maîtresse dans les écoles. Après, je ne sais pas, moi non plus, j'ai pas du tout de détails sur cette affaire. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ce monsieur a été agressé parce qu'il est maire ? Ou est-ce qu'il était là et il s'est fait agresser comme cette personne aurait agressé quelqu'un d'autre ? On ne sait pas. Il faut avoir plus de détails sur l'affaire pour en parler. Je voudrais qu'on regarde justement et qu'on lise ce que disait Emmanuel Macron. Dès hier, il a condamné bien évidemment cette agression. Quand un élu est attaqué, c'est la nation qui est à ses côtés. Pensez pour Gilles Dussopt, maire de Villeneuve-de-Marc, et son fils violemment agressé. Quand on s'attaque à ses représentants, la République se doit d'être sévère et intraitable. Tout est mis en œuvre pour retrouver et condamner l'auteur de cet acte lâche qui est toujours en fuite, on le rappelle. Et on va écouter maintenant Sébastien Chenu du Rassemblement national. Il ne croit pas franchement en cette promesse d'Emmanuel Macron d'une sanction intraitable. Écoutez-le. La sacralisation du corps dans notre société n'est plus un tabou, c'est-à-dire qu'on peut s'attaquer physiquement aux gens sans risquer grand-chose, aux élus, mais aussi aux forces de l'ordre, mais aussi aux profs, mais aussi à tout ce qui représente une autorité, sans qu'il y ait derrière un risque important. Nous, on demande que l'intégrité physique soit, évidemment, lorsqu'une atteinte y est portée, soit particulièrement sanctionnée, et évidemment, on en est très loin. À chaque fois, c'est toujours le retour au point de départ, on déplore, on reçoit, le gouvernement déplore, reçoit les élus locaux, et puis il ne se passe rien. C'est-à-dire que les sanctions que risquent ceux qui agressent nos élus locaux ne sont pas suffisamment importantes, ne sont pas suffisamment appliquées, et ceci va provoquer une chose, c'est que ça va décourager aussi l'évocation, au-delà même du phénomène particulièrement inacceptable que constitue l'agression d'un élu local. Raphaël Steinville, d'abord sur le découragement dont parle Sébastien Chenu. Depuis 2020, ce sont déjà 2400 maires qui ont démissionné. On a aujourd'hui 57 000 sièges de conseillers municipaux vacants. Un tiers des maires ne veulent pas se représenter. Et 69% des maires interrogés par le Cevipof disent avoir déjà été victimes d'incivilités. Qu'il puisse y avoir une crise des vocations, on le comprend. Quand vous êtes maire d'une petite commune, c'est beaucoup de temps consacré à cette commune, très peu d'argent qui rentre. Et surtout, on le voit aujourd'hui, on devient une cible. Ça peut décourager, on peut le comprendre. C'est vrai que les chiffres que vous évoquiez sont glaçants parce que ça représente entre 40 et 50 agressions verbales ou physiques par semaine. Donc on comprend bien évidemment la lassitude, le découragement de ces maires qui sont en première ligne, qui se battent souvent sans moyens et surtout avec comme seule réponse de l'État des mots qui ne se traduisent pas par effectivement des condamnations extrêmement fermes par la justice. Pour paraphraser
écraser Emmanuel Macron. Je pense que pour être craint, il faut être cru. Le problème, c'est que la parole présidentielle aujourd'hui, à force de mouliner du vent et de ne pas se traduire en actes, ne fait qu'achever finalement ce découragement des élus, parce que la réponse de l'État, la réponse de l'exécutif ne se traduit pas finalement par un soutien et des condamnations extrêmement fermes de la justice. Et on va regarder justement ce ras-le-bol de Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen, qui dit ceci: choc et colère après la violente agression du maire de Villeneuve-de-Marcq, Gilles Dussault, et de son fils. Scandaleux et honteux. J'espère que l'agresseur sera retrouvé et jugé avec la plus grande fermeté. Il rappelle que lors d'un débat télévisé, il avait alerté le ministre Bruno Retailleau sur l'urgence à protéger nos élus. La protection des élus est un thermomètre du respect de notre démocratie, de nos institutions et de notre République. Monsieur le ministre Retailleau, ces agressions récurrentes contre les collègues maires, ça ne peut plus durer. Il faudrait mieux protéger les élus et durcir les peines contre les auteurs de ces délits. Michel Auboin, il y avait une tentative du gouvernement de mettre en place un plan avec des référents atteintes aux élus, une aide aussi juridique et psychologique, et un bouton qu'on pouvait installer dans son bureau alarme élu, c'est-à-dire que si le maire, par exemple, est dans son bureau, il peut contacter plus facilement les forces de l'ordre. Mais comme on voit à quel point aujourd'hui la violence, elle est de partout, parfois c'est dans la rue, parfois c'est lors d'une manifestation, on se dit que mieux les protéger, en réalité, c'est extrêmement compliqué. On ne va pas mettre sous protection les 35 000 maires de France. C'est effectivement assez compliqué. Surtout, il faut bien comprendre que c'est souvent des maires de petites communes qui sont agressés, parce qu'eux, ils sont tout seuls et en première ligne. Ils ne sont pas dans leur bureau, ils s'adressent à leurs concitoyens dans la rue, ils font leurs courses avec tout le monde. Et le maire, il est aussi, il ne faut pas l'oublier, le représentant de l'autorité. C'est-à-dire qu'il a aussi des pouvoirs d'autorité. Oui. Il est d'ailleurs officier de police judiciaire. Il a même l'obligation de faire cesser des ordres quand il en observe dans sa commune, des rodéos urbains, etc. Donc en fait, il est souvent en danger physique. Et, souvent en première ligne, vraiment. On peut difficilement protéger 35 000 petits élus, élus de petites communes, plutôt pour dire les choses dans l'ordre, dans le pays. Alors, il y a un aspect juridique qui est la protection fonctionnelle. C'est-à-dire que quand vous êtes agressé en tant que fonctionnaire, votre administration vous protège. C'est-à-dire qu'elle met en place un avocat, etc. Quand vous êtes maire d'une commune, ce n'est pas l'administration qui vous protège, c'est votre commune. Quand vous êtes dans une commune de 50 000 habitants, vous avez un cabinet d'avocats, etc. Quand vous êtes dans une commune comme celle-ci, qui n'a pas les moyens de se payer un cabinet d'avocats, il n'y a pas de protection non plus pour le maire. Là, je pense qu'on a un statut particulier pour les maires des communes de moins de 5 000 habitants qu'il faut repenser. Oui, Judith. Oui, mais comme vous le dites, la protection fonctionnelle, c'est payer une défense, en fait, à la victime. Vous aurez beau payer toutes les défenses que vous voudrez avec les avocats les plus talentueux du monde, vous aurez beau durcir le code pénal, tant que vous aurez une partie de la magistrature qui n'appliquera pas des peines suffisamment sévères, ça ne changera strictement rien. Et à chaque fois, on retombe sur le même problème, des magistrats qui considèrent, soit par exemple parce que le délinquant est bien inséré, qu'il a charge de famille ou que sais-je. Il n'a pas vraiment fait exprès, évidemment. Il n'a pas vraiment... Bon, enfin, lui trouve toutes les circonstances atténuantes du monde, ou que le magistrat pense que la prison est criminogène, pour reprendre la doxa de l'extrême gauche, vous ne pourrez pas protéger davantage les maires. Il n'y a que ça qui puisse changer la situation. Je voudrais qu'on écoute Yannick Neuder, c'est le ministre de la Santé, mais il connaît bien cette circonscription puisque c'était la sienne. Il parle de ce problème de sécurité pour les maires. Écoutez-le. Je crois qu'on a un arsenal pénal. Par contre, c'est vrai que les élus sont assez démunis dans des communes de 1200 élus, dans des petites communes. Et à quelques mois des municipales, moi, je vois bien le sentiment d'insécurité et d'absence de motivation de vouloir s'occuper de sa commune, de pouvoir donner de son temps et finalement de se faire agresser en retour. Donc, je crois qu'au-delà de la loi, il y a vraiment un sujet de la place de l'élu dans notre société parce qu'on va avoir beaucoup de mal à trouver des élus qui s'engagent s'ils se font violenter et agresser de cette façon. Et puis Raphaël, il y a aussi la question du désengagement de l'État. 56% des maires de France confessent avoir un sentiment d'abandon de l'État et en Ile-de-France, ça monte à 83% parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, Raphaël Saint-Ville, on demande de plus en plus aux maires avec
toujours moins de budget. Et forcément, les maires, à un moment donné, ils se retrouvent dans une situation presque inextricable où ils ne peuvent plus rien faire. On rappelle que le maire, à l'inverse de quelqu'un, à l'inverse du pays, ne peut pas présenter un budget qui ne soit pas équilibré. Donc, il ne peut pas tout faire. Il y a des limites à l'exercice. Oui, mais c'est exactement ça, c'est ce paradoxe. C'est-à-dire qu'à la fois, les attentes des administrés sont fortes et on les comprend, notamment en matière de sécurité. Et les élus, compte tenu des moyens dont ils disposent, des contraintes qui pèsent sur eux, sont de plus en plus limités dans leur action. Et vous l'avez dit, effectivement, les dotations de l'État sont moins importantes, ce qui explique ce hiatus entre les attentes des concitoyens et ces élus qui font avec des bouts de ficelle. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, Michel Auboin, très justement, les maires sont toujours en première ligne. On a eu un exemple très concret qui est relevé par nos confrères de la Dépêche. Ça s'est passé dans un petit village du Tarn. Ce sont le maire et ses adjoints qui ont interpellé 3 adolescents en flagrant délit de cambriolage. Ce sont des voisins qui ont interpellé le maire en expliquant visiblement il y avait des jeunes en train de cambrioler et ce sont eux qui sont allés intervenir. Là, on voit un exemple très concret, Michel Auboin, vous en parliez tout à l'heure, d'un maire et de ses adjoints qui se disent bon, visiblement il y a des ados qui cambriolent, et on y va, parce que quand on est dans des petites communes, le temps d'attendre potentiellement des équipes de forces de l'ordre qui viennent de loin ou qui sont déjà mobilisées sur autre chose, eh bien le maire se retrouve à faire aussi ce travail. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous faites bien de parler des forces de l'ordre parce que dans le même temps, dans l'ensemble du monde rural français, on a fermé beaucoup de casernes de gendarmerie. Donc, on a des gendarmes qui viennent parfois de très loin. On a fermé des commissariats de police dans des petites villes. Donc, on a éloigné la force publique. Je ne parle même pas des préfectures qui sont difficiles à joindre pendant le week-end, par exemple. Donc, on a éloigné l'État, la force publique par rapport aux maires qui, effectivement, se retrouvent souvent en première ligne. Objectivement, c'était le cas avant aussi. C'est-à-dire que, sauf qu'avant, il y avait le respect encore de l'autorité publique qui faisait que, après tout, les gens se pliaient de mauvaise foi souvent, mais enfin, aux injonctions de l'autorité publique. C'est plus le cas aujourd'hui. Effectivement, quelle que soit la situation, dès que vous contrariez quelqu'un, y compris vous à titre personnel d'ailleurs, aussitôt le ton monte et assez vite on en arrive. Oui, il y a des réactions malheureusement extrêmement épidermiques. Donc les maires vivent ça. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir. On a quand même un vrai sujet sur les élections municipales. Il ne faut pas oublier, c'est en mars prochain. Oui. Parce que on risque d'avoir une défection très importante. Il y a beaucoup de maires qui démissionnent. Une défection très importante. C'est quand même beaucoup de responsabilités. Déjà, un tiers qui disent ne pas vouloir se représenter, ça veut dire que sur ce tiers de communes-là, il faut aller trouver des candidats ou des candidates. Et il faut trouver aussi des conjoints qui acceptent que le mari ou l'épouse, parce qu'il y a beaucoup d'épouses, il y a beaucoup de femmes mères dans les communes, passent une grande partie de leur journée, de leur nuit, de leur week-end sur la commune à gérer des affaires qui sont parfois compliquées, de stationnement, de trottoirs, de poubelles renversées, etc., avec une gratification extrêmement faible.